Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Nous sommes le 11 novembre. Chaque année, nous commémorons la victoire des poilus de 1918. Depuis 2012, c'est aussi journée d'hommage à tous les morts pour la France. Alors ça mérite qu'on y réfléchisse un petit peu en ces temps de retour de la guerre en Europe. On va en parler, Sarah El Haïry, mais d'abord un mot de l'actualité. L'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, est en train d'arriver sur la base militaire de Toulon. À son bord, 230 migrants. Accueil à titre exceptionnel, a expliqué hier soir Gérald Darmanin. C'est la faute de Rome si la France est contrainte, entre guillemets, d'accueillir l'Ocean Viking ce matin? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une seule ligne rouge, dignité ou pas dignité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui risquent de mourir. Rien d'autre. Donc oui, on les accueille à titre exceptionnel. Ils ne resteront pas tous sur notre territoire. On protège évidemment les Français en s'appuyant sur les services de renseignement. Mais qui a brisé le pacte? Qui n'a pas tenu sa parole? Ce sont les Italiens. Aujourd'hui, on a un droit international. Attendez, il y a la parole, il y a le pacte, c'est pas la même chose. La parole de la France en 2018 à propos de l'Aquarius, c'était « nous ne voulons pas de ce bateau, vous vous débrouillez avec ». C'était « on respecte le droit international et on trouve des réponses européennes » parce que oui, on a vu ce que ça fait d'être au premier front, c'est-à-dire d'être un territoire littoral. Et le pacte, c'est quoi? C'est un pacte de solidarité européenne. Mais quand tu en sors, c'est pas une relation aujourd'hui de problématique entre la France et l'Italie, c'est entre l'Europe et l'Italie. C'est l'Italie qui n'a pas respecté le pacte européen de solidarité. Quand 10 pays européens... Mais c'est quoi le pacte européen de solidarité, Sarah El Haïry ? On partage la charge d'accueil. C'est-à-dire que oui, ensemble, parce que quand vous êtes effectivement en Belgique ou en Allemagne, il y a moins de chances qu'un bateau accoste chez vous, de fait géographique. Par contre, quand tu es la Grèce, quand tu es l'Italie, oui, il y a des risques. Et la solidarité, c'est comment on partage, mais aussi comment on contrôle nos frontières. Mais techniquement, vous reprochez, Sarah El Haïry, on n'a pas de totem. Le gouvernement français reproche à l'Italie de ne pas avoir accueilli un bateau qui n'a pas sollicité l'entrée dans ses eaux internationales et dans un port italien. Il a demandé l'accueil depuis 20 jours. Ça a traîné. C'est là la question. Ce bateau, il doit respecter le droit international. Quand on commence à faire des dérogations au droit international, c'est le risque. Ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement italien n'a pas souhaité respecter les règles internationales de la mer. Mais quel message on envoie aux passeurs qui organisent ces trafics? Alors, pas en collusion, c'était les mots de Christophe Castaner il y a quelques années, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une espèce de chaîne qui se met en place, sans forcément des collusions entre ONG et passeurs. Mais malgré tout, du point de vue des passeurs, c'est regardez, voilà, il y avait l'Italie, maintenant il y a la France aussi. Comment on gère ça? Vous savez, on gère ça avec beaucoup de pragmatisme. On n'est pas des naïfs. Oui, parfois, il y a des collusions et bien sûr, il faut lutter contre. Et oui, il y a des trafics. Et ceux qui sont les plus indignes, ce sont les passeurs. Par contre, ce n'est pas open bar, c'est-à-dire que ce n'est pas un accueil inconditionnel. Il y a des contrôles, il y aura des retours, il y a un partage. Effectivement, pour ceux qui, aujourd'hui, ont le droit et relèvent du droit d'asile, c'est aussi ça, la fierté, la dignité française. Mais la réalité et l'enjeu qui va être celui de demain, c'est la charge européenne de cet accueil. Mais est-ce qu'on laisse oui ou non mourir des gens en les regardant quasiment en face parce qu'ils sont à quelques mètres sur un bateau? La réponse est non. Je crois que ce qui fait la différence entre l'animal et l'être humain, c'est le respect de la dignité. Enfin, malgré tout, on accueille un bateau ce matin avec 230 migrants à bord qui vont être ventilés. 230 êtres humains qui vont... avoir un contrôle de sécurité. Pas tous. Mais en rétorsion, Gérald Darmanin annonce quand même que l'accord conclu au mois de juin à l'échelle européenne et qui prévoyait que la France accueille 3000 à 3500 migrants débarquant en Italie, la France ne les accueillera pas, ceux-là. Oui, ça s'appelle la fermeté. Quand quelqu'un trahit sa parole, en tout cas une parole donnée, il y a des conséquences. Écoutez, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Il y a des règles internationales, il y a eu des mobilisations du gouvernement français. En dignité et en responsabilité, on apporte une réponse d'urgence et exceptionnelle. Par contre, l'Italie a fait un choix. C'est aussi un signal du comportement du nouveau gouvernement de Mme Meloni. Bon, dans cette affaire, la France reproche à l'Italie exactement ce que les Britanniques nous reprochent quand ils voient se présenter des small boats sur leur côte. C'est un peu l'arroseur arrosé quand même. Absolument pas. La grande différence, c'est qu'entre le moment où l'Italie subit effectivement, comme la Grèce à une époque, l'arrivée massive... 90 000 arrivées depuis le début de l'année pour l'Italie. Mais oui. 90 000. Et la réponse c'était quoi? C'était plus que jamais, il faut que la solidarité européenne fonctionne. La France en a pris combien? Il faut revoir les accords de Dublin, les fameux Dublinés.
il faut renforcer nos frontières européennes. Et en européen et en solidarité européenne, on était aux côtés de nos amis et de nos frères italiens, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas être, encore une fois, quand je dis il ne faut pas être aveugle ni naïf, il ne faut pas être aveugle ni naïf non plus sur la charge que les Italiens avaient. Mais de là à ne plus respecter le droit international et le droit de la mer, là, c'est un pas supplémentaire qui est passé. Donc l'Italie n'a pas le choix. L'Italie doit accueillir les bateaux qui se présentent devant ses ports. Mais pas toute seule. Et l'Italie n'a pas son mot à dire. Pas toute seule, oui. Il y a des règles européennes, il y a des règles internationales. C'est fait pour être respecté, avec bien sûr, parce que c'est un État européen et qui partage un socle de valeurs normalement. Alors il y a tous les pays derrière pour accompagner. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui avec le Seine Viking. Mais je suis pas sûr que pour les auditeurs qui nous écoutent, là, ce pacte européen dont vous nous parlez, Sarah El Haïry, soit très clair. C'est quoi le pacte ? De manière très claire et de manière quasiment factuelle, il se passe quoi aujourd'hui ? Le bateau va arriver à Toulon. D'ailleurs, il est en train d'arriver. On va avoir des services de police, de renseignement, il va y avoir des services de santé pour contrôler, et ensuite, pour ceux qui ont le droit d'avoir le droit d'asile, c'est-à-dire des gens qui fuient la guerre, qui fuient en réalité la mort, eux, ils vont être accueillis en Norvège, en France pour une partie d'entre eux, en Allemagne, en Belgique. Est-ce que l'indignité de l'Europe serait de leur dire, vous repartez tous, mais surtout, vous pouvez mourir devant nos yeux parce que ça fait plus de 20 jours que vous êtes sur ce bateau de secours? La réponse est non. Est-ce que accueillir tout le monde, même ceux qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire, est la bonne réponse? La réponse est non. Donc il faut être clair, ferme, mais en même temps respecter le droit et la dignité humaine. Sarah El Haïry, autre sujet, nous sommes le 11 novembre, jour de commémoration. Alors c'est vrai que depuis la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli, ça remonte un peu, c'était 2008, le souvenir de 14-18 s'estompe, surtout dans la mémoire des jeunes, et avec lui la conscience que le territoire national, un jour, et oui ça peut arriver, pourrait à nouveau être attaqué. La dernière fois c'était il y a 70 ans. Est-ce que la guerre en Ukraine, d'après vous, change la donne, Sarah El Haïry? Bien sûr. Aujourd'hui, le retour de la guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre d'homme à homme qui tue encore des vies sur notre continent, change bien sûr la contemporanéité. C'est-à-dire que oui, maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui défendent leur pays, un État souverain, qui est l'Ukraine, et qui résistent à une des plus grandes armées qu'on imaginait fortes, la Russie. Ça rappelle aussi que la paix n'est pas un acquis, qu'il faut la défendre, bien sûr, l'enseigner, toujours, mais il faut surtout aller chercher notre héritage et donc commémorer, renforcer notre force morale, aller renforcer ce qu'on a de plus précieux, eh bien, notre patriotisme, notre communauté nationale. Alors, il y a le souci chez Emmanuel Macron, il l'avait dit le 13 juillet, ça avait été relevé par plusieurs commentateurs, parce que ce sont des mots qu'emploie volontiers, notamment Thierry Burkhardt, notre chef d'état-major des armées. Le président parlait de stimuler les forces morales du pays. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu suranné dans ces mots, mais ils sont intéressants, parce que est-ce que ça témoigne d'une inquiétude, Sarah El Haïry, de la réaction que pourraient avoir les Français en cas de guerre? En fait, très concrètement, est-ce que le président de la République se demande si les Français réagiraient comme on l'a vu les Ukrainiens, avec une forme de sursaut national? Il faut bien sûr se préparer et toujours apprendre finalement comme devoir le fait de participer à l'effort. Mais quand on se préoccupe des forces morales, c'est qu'on se demande si on les a ou pas, Sarah El Haïry? C'est comment on les partage, comment on les apprend, comment on les diffuse. Une force morale, c'est quoi? C'est la capacité individuelle et collective à prendre le dessus sur un événement extérieur. On a vécu un été catastrophique en termes environnementaux. Comment on réagit s'il y a un incendie, une montée de crue? Quand il y a une inondation? Comment on réagit quand il y a une tornade? On réagit, on n'anticipe pas. Voilà. Eh bien, si on peut se former. La réalité, c'est qu'on peut se former parce qu'on sait que ces risques existent. Quand il y a un État souverain qui est envahi à quelques centaines de kilomètres de chez nous, comment on réagit? On réagit en rejoignant, entre autres, nos corps armés, en respectant leurs engagements, en se formant aux gestes qui sauvent, mais en tout cas, en prenant pleinement sa part dans l'exercice de défense. Et la défense n'est pas exclusivement militaire, elle est militaire, elle est civile. Et en réalité, elle est citoyenne. Je le disais, vous êtes en charge du service national universel. Alors, je rappelle, là, c'est pour les 15-17 ans. Ça a vocation à remplacer la journée défense et citoyenneté. Alors, c'est un peu plus lourd, parce qu'il y a un séjour de cohésion de 15 jours, puis une mission d'intérêt général, puis éventuellement un engagement de 3 mois ou plus. Ce service national universel a vocation à devenir obligatoire. Alors, c'est pour quand d'abord? Et puis, est-ce que c'est le retour du service, les armes en moins, d'une certaine manière, Sarah El Haïry? Vous savez, la question de l'obligation, c'est une sorte d'arlésienne qui est posée quasiment à chaque fois. Si ça devait arriver un jour, il faudrait de toute façon un débat parlementaire. Ce qui est certain, c'est que le service national universel aujourd'hui répond à ce qui manque du service national de jadis.
dire la mixité sociale, le goût de l'effort en commun, la découverte de nos armées, encore plus quand les enjeux de défense sont d'actualité. Mais vous plaidez, vous, pour rendre ce SNU obligatoire? Moi, la mission que le président de la République m'a donnée auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, c'est d'aller chercher la généralisation, c'est-à-dire qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier. Vous pensez que c'est bon? C'est bon pour le pays? C'est bon pour les forces morales? Le service national universel est de fait bon pour les jeunes, pour le pays et pour la France. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes? Parce que vous les croisez forcément, ça les emballe ou pas? J'étais avec des jeunes hier, il se trouve, des jeunes qui ont fait le service national universel. Nous commémorions les professeurs morts pendant la guerre et ils nous disaient j'ai découvert des jeunes différents, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de devenir infirmière militaire ou au contraire rejoindre une collectivité pour être dans les services de solidarité. Ce qui est certain, c'est que ça aiguise le goût de l'effort, de la découverte de l'autre, mais aussi cette petite fierté bien française de se dire oui, j'appartiens à une grande nation, une nation qui a un héritage, qui a des valeurs, qui a des principes, et il faut les défendre. Un peu de rituel républicain fait du bien. Sarah El Haïry, vous nous l'avez expliqué, votre poste, votre fonction est à cheval entre les armées et l'éducation. Il se trouve que votre collègue Pape Ndiaye a révélé mercredi une forte hausse des atteintes à la laïcité qui demeure. La laïcité, valeur cardinale de la République française. Qu'est-ce que ça nous dit de la jeunesse aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, on a une partie de notre jeunesse qui considère que la laïcité, c'est fait pour les enquiquinés, que c'est has-been, que c'est dépassé. Alors qu'en réalité, la laïcité, c'est la clé de voûte de la liberté essentielle. La laïcité, c'est la clé de voûte de notre pacte commun. Pourquoi? Parce que, plus que jamais, quand il n'y a pas de laïcité, dans plein d'autres pays autour de nous, il se passe quoi? Il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas les mêmes droits. Il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes aux États-Unis, par exemple? Bah écoutez, où la laïcité n'est pas vraiment un principe. On peut parler des États-Unis. Dans les États-Unis, il y a eu une histoire, et d'ailleurs, c'est les héritiers aujourd'hui du wokisme ou de la cancel culture qui ont fait la différence entre des races, ce qui est différent. Par contre, quand je pense à l'Iran, est-ce qu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes? La réponse est non. Aujourd'hui, on voit à quel point elles se battent et parfois ça leur coûte la vie. Vous avez reçu... Ce qui est certain, c'est que la laïcité aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre à notre jeunesse, c'est que c'est un principe essentiel, parce qu'il permet de croire ou de ne pas croire, mais d'être libre de le faire. Mais c'est très compliqué, hein. Les jeunes, ils ont du mal. C'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de lycéens, ils vous disent, mais pourquoi on empêche cette jeune fille de porter son voile? Après tout, c'est sa liberté. Mais oui, bien sûr. Et vous savez pourquoi on dit, bien sûr que c'est sa liberté de le porter en dehors du lycée. C'est quoi la règle? Dans le lycée, c'est non. Dans le collège, c'est non. Oui, mais vous voyez bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des influenceurs sur les réseaux sociaux qui disent... Parce que c'est une offensive. Mais l'école veut brimer ta liberté, rebelle-toi. Alors, vous avez justement reçu les dirigeants... C'est ça qui est grave. Oui, mais ça fonctionne très bien. Parce que c'est une offensive d'un mouvement et d'une idéologie, d'un islamisme politique. Ce n'est pas une religion, mais vous savez que une idéologie. Vous savez où ça se joue? C'est sur les réseaux sociaux. Et alors, vous avez reçu les dirigeants de TikTok France, parce que les jeunes sont beaucoup... Facebook, c'est has-been. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec... Ce qui ressort, c'est qui ont une forte influence forcément sur la jeunesse de France. On a vu une explosion d'ailleurs des atteintes à la laïcité. On a plus de 700 juste sur ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a une démission de la chaîne en réalité éducative. D'abord, les premiers responsables, c'est les parents qui éduquent leurs enfants et qui doivent contrôler ce qui se passe sur leur téléphone et les réseaux sociaux. Ensuite, c'est les enseignants. Et on est à leur côté, on sera à leur côté, parce que oui, il faut être courageux pour défendre la laïcité aujourd'hui dans notre pays. Le gouvernement va dire quelque chose à TikTok en disant c'est pas possible que tel contenu, ça passe, vous devez être vigilant. Ils ont été convoqués par moi et par mon collègue Jean-Noël Barrot, par Pape Ndiaye également, par Sonia Backès, qui est la ministre en charge de la laïcité. L'objectif est de faire une contre-offensive républicaine, de porter nos valeurs haut et fort, de rappeler que non, on n'arrêtera pas ce combat pour la laïcité, parce que plus que jamais, il faut l'expliquer. C'est libérateur, la laïcité. Et donc, quand on a des prêcheurs de haine qui essayent de mettre dans la tête de nos enfants que la laïcité brime, eh bien, on brisera ça, parce qu'on aura, et c'est notre volonté, une offensive sur les réseaux sociaux, mais aussi la loi de notre côté, la loi de 2004. Et j'appelle aujourd'hui les parents à participer à cette explication. Parce qu'il faut être aux côtés des enseignants. Plus que jamais, ils sont courageux. Moi, je pense aux chefs d'établissement qu'ils font appliquer tous les jours. Eh bien, je leur tire mon chapeau. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Bonne journée à tous. 11 novembre, bonne commémoration à vous.